Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans votre émission de débat sur TLM. Au sommaire cette semaine, le nouveau visage de l'extrême droite s'installe à Lyon. Marion Maréchal a officiellement lancé son école, c'est fait. Elle a changé de nom également. Ça n'a rien d'anodin. Son projet peut-il durer? Avec quel réseau? On en parlera. La ligne à grande vitesse Lyon-Turin verra-t-elle finalement le jour? Rien n'est moins sûr. Des élus de tous bords s'en inquiètent, alors que l'incertitude domine au vu du nouveau gouvernement en Italie. Et puis Gérard Collomb, certainement le ministre qui enchaîne les polémiques. Après les régions soi-disant submergées par les migrants, le recadrage du Premier ministre sur les 80 km/h. Voilà qu'il accuse les manifestants d'être des casseurs. À quoi joue le ministre de l'Intérieur? C'est ce qu'on essaiera de comprendre. Et aujourd'hui, André Soulier et Marc Fraisse. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ne l'appelez plus Le Pen, mais seulement Marion Maréchal. L'ancienne députée s'en est expliquée. C'était sur le plateau de TLM. Elle a décidé de prendre son envol, s'émanciper de l'héritage de son grand-père et de sa tante. Trop politique, connotée, c'est même elle qui l'avoue. Même elle signe bel et bien son retour dans l'arène politique, même si elle refuse de jouer dans la même cour que les autres. Pourquoi faire après tout, alors que les sondages la portent et la placent loin devant sa tante Marine Le Pen ou encore le leader de la droite, Laurent Wauquiez, elle qui rêve d'incarner l'alliance des droites dans un grand mouvement. Première étape et pas des moindres, son Académie des sciences sociales, économiques et politiques, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Ouverture prévue à la rentrée de septembre. Marc Fraisse, est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il y a un espace, une place pour cette école? Moi, je pense qu'il faut prendre un peu de recul sur cet événement, parce que c'est très médiatisé. D'abord, je voudrais bravo à TLM pour votre interview qui a été repris au niveau national. Donc, félicitations, c'était un beau coup pour TLM, cette télé que nous aimons tant. Non, je pense qu'il faut prendre un peu de recul, parce que, bon, elle vient, elle nous dit qu'elle ne veut plus faire de la politique, elle change de nom, il y a un peu de spectacle dans tout ça. Et puis, on voit ceux qui viennent avec elle, un grand directeur d'entreprise d'Île-de-France, dont on sait ses attachements, mais qui dit que c'est pas politique. On a Patrick Louis, que je connais bien, qui était député européen, proche de Villiers. Bref, je pense qu'on en fait beaucoup et qu'il faudra attendre d'abord, savoir à la rentrée s'il y aura beaucoup d'élèves. Ça va être scruté, forcément. Ça va être scruté. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'élèves? Parce que quand même, venir dans une école comme ça, c'est quand même pas Sciences Po Paris, c'est quand même pas non plus Sciences Po Lyon. Moi, je trouve qu'on en fait un peu trop. On en fait un peu trop, à mon avis. Mais j'ai peut-être tort, maître. C'est vrai qu'elle sera son école sera très scrutée à la rentrée. Elle a l'air plutôt assurée, elle montre beaucoup d'assurance. Je pense que c'est un événement politique qui peut se révéler majeur. Et ça n'est pas surprenant de ma part que je le dise. L'effet de blast, la déflagration de l'élection d'un président de la République qui n'avait pas 40 ans l'an dernier, va entraîner la disparition, si j'ose dire, sinon physique, mais en tout cas intellectuelle s'il en restait, de toute une génération. C'est-à-dire qu'elle annonce la levée, mais ce sera vrai au centre, à droite, à gauche, d'une nouvelle génération. J'en suis pleinement convaincu et mon expérience me permet de le dire. Ça, c'est le premier point. Le second point, alors je voudrais protester parce que je suis un des hommes qui a, sinon illustré sciences politiques, l'utilisation du mot sciences politiques, je partage l'opinion du directeur de Sciences Po Lyon, c'est quand même un peu abusif. C'est excessif. Et abusif, excessif, tout ce que l'on voudra, ça n'est pas normal. Troisièmement, quand on regarde le paysage politique, et j'en finirai par là, de Lyon, la région, il y a un homme jeune qui est arrivé, mais elle est encore plus jeune. On se bat à coups de jouvenceau, c'est-à-dire Wauquiez. Mais du côté de ce qu'était la gauche historique, etc., les séquelles du Parti radical, il n'y a plus personne. Nous sommes devant. Et donc, elle vient, et on verra si elle remplit à droite le vide qui s'est creusé, à gauche, bonne chance. Mais pour le coup, ça dépasse même Lyon. Là, pour le coup, on parlait de Laurent Wauquiez. Elle est loin devant dans les sondages, même auprès des électeurs de droite, pas uniquement extrême droite toute confondue. Comment vous expliquez sa popularité? Les sondages... quand même, il y a eu plusieurs sondages, ils disent tous la même chose. La géométrie... Enfin, je veux dire, moi, ça me choque un peu. Ça me choque un peu que quelqu'un qui arrive, qui n'est plus élu, et subitement, parce que c'est de la famille de Le Pen... Mais M. Macron, c'était quoi? Non, mais... Il y a deux, mais je suis d'accord, mais...
Ah, ça me fait plaisir que vous faites cette réflexion sur M. Macron, cher André. Non, je pense d'abord qu'elle a choisi Lyon. Pourquoi? Parce que Lyon, c'est très bien qu'un certain nombre d'intellectuels chrétiens, on a une communauté chrétienne assez forte, et y compris dans le secteur où elle s'est engagée, dans le 2e arrondissement. Je pense qu'elle a sûrement une idée en tête. Son idée en tête, elle n'est pas Sciences Po, elle n'est pas culturelle, elle est politique. Est-ce que ça marchera? Est-ce que ça ne marchera pas? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'on en fait trop. Je viens de le dire dans mon intervention. Je pense qu'on en fait trop et qu'on met en valeur quelqu'un, peut-être, qui ne mérite pas autant, qui fait une stratégie personnelle. Moi, je suis attaché aujourd'hui, on vous parlez de M. Wauquiez et d'autres, je pense que, vous savez, la nature a horreur du vide. Monsieur Fraisse. On dit qu'il y a un peu le vide à gauche et à droite. Monsieur Fraisse. Mais je pense que le vide n'est pas si... Monsieur Fraisse, l'alternative est simple. Pourquoi? Good news, fake news. Oui, on verra. Oui, oui. André soulignait quand même sa popularité. Alors, Marc Fraisse remet en cause un peu les sondages, mais il y a quand même une attente chez une partie de l'électorat de ce personnage-là, de Marion Maréchal. Comment ça s'explique, ça? Moi, je me l'explique très simplement. C'est vrai qu'il n'y a pas d'avenir pour la droite dite extrême. Non pas en raison des souvenirs des années 30 ou 40 ou 50 que personne n'a connus, à part quelques valétudinaires comme moi, mais c'est le fait qu'aujourd'hui, elle offre un visage nouveau à cette droite, tout en se démarquant subtilement du Front National, en gardant tout ce qu'elle peut avoir de cœur pour un grand-père qui est un personnage étonnant que j'ai connu au Parlement européen, mais étonnant par ailleurs. Et donc, elle offre... Comment disait... Ah oui, en matière de benchmarking, c'est pas mal. On en parlera justement, ça fera le lien après. On va revenir à cette école, puisqu'on l'a dit, elle sera très scrutée évidemment à la rentrée par tout le monde. Elle dit, qu'elle a déjà noué de nombreux partenariats, notamment pour garantir des stages à ses étudiants, parce que c'est la grande question, que vont faire ces étudiants en sortant de cette école. Elle dit qu'elle a noué de nombreux partenariats avec des entreprises lyonnaises ou de la région. Vous y croyez? Vous savez, on peut tout dire en communication. Quand on crée quelque chose, on peut dire qu'on est meilleur. Moi, je n'y crois. C'est demain. Moi, elle ne peut pas non plus dire n'importe quoi et être attendue. On ne demande qu'à voir et on verra à la rentrée combien de jeunes vont s'inscrire dans son école. Et ça sera le vrai résultat. Là, on en parlera. Je reviens sur le sondage. Moi, je suis quand même un peu choqué qu'on fasse un sondage sur Marion Maréchal, maintenant, parce qu'elle a supprimé le nom de Le Pen. Oh, c'est son nom légal. Non, mais d'accord. Oui, mais enfin, elle s'est fait connaître grâce au nom de Le Pen. Et si elle a été élue dans Le Pen. Alors aujourd'hui, on enlève ça parce qu'on a une stratégie. Moi, il y a des choses qui m'agacent d'avoir en permanence des hommes et des femmes politiques qui font de la stratégie essentiellement personnelle. Aujourd'hui, notre pays a besoin qu'on se retrouve sur des vraies situations sociales, économiques, environnementales. Marc, regardons le paysage en Europe. En Europe, il reste Mme Merkel, dont c'est la fin, et qui va être remplacée par une autre femme de la CDU, qui paraît d'ailleurs assez remarquable elle-même, comme Angela. Mais tous les autres sont chahutés avec l'apparition de phénomènes qu'on appelle populistes, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Voilà que dans notre pays, en l'espace d'une année, il y a deux personnages, l'un de 40 ans, l'autre de 28, qui apparaissent. Il y a une demande profonde de renouvellement des élites politiques. Je me méfie de l'extrême droite comme de la peste. Je le dis comme je le pense. Il n'en reste pas moins que peut-être a-t-elle compris qu'il allait faire évoluer cette droite. Elle va y prendre sa part. Je ne sais pas dans quel cadre, dans quelles alliances, je ne sais pas. En tout cas, c'est une interrogation. L'intelligence est d'être allé se mettre à la confluence. Moi qui suis né sur le plateau de la Croix-Rousse et qui vois cette espèce de bateau qui va vers la mer, c'est Lyon avec sa confluence. Mais oui, vous me décevez. Cher André, tu me déçois. Tu es en train de faire une espèce de pub à Marion Maréchal que je trouve dans une situation en géométrie variable. Elle n'a jamais flanché sur ses positions, pour le coup. Oui, elle a changé de position, mais enfin, elle ne veut plus se représenter aux élections. Elle avait été élue, elle s'arrête, elle revient. Mais est-ce que justement, ça, c'est pas une qualité dans le monde qu'on connaît? Est-ce que ça aussi, c'est pas une attente des élus qui savent pas toujours courir après les mandats, savoir s'arrêter, dire je prends le temps de construire quelque chose? Elle est jeune, elle a 28 ans. Il y a un peu de cirque. Donnez-moi son âge. Il y a un peu d'excès de communication.
Et quelque part, ça me dérange, mais peut-être ça ne vous dérange pas. Ça ne dérange pas. Moi, ça me dérange. Je pense que la politique, Jacques c'est autre chose. Chaban-Delmas avait 27 ans quand il s'est cousu des galons, on va dire, mis des étoiles de général. Et puis, attends, tout de même. C'était autre chose. C'était une autre période qu'aujourd'hui, quand même. Vous donner le sentiment qu'eux sont capables de renouveler. Alors, renouvelons-nous. Bon, oui, d'accord. Elle a peut-être cette qualité, c'est la patience. Elle sait qu'elle est jeune, elle ne vise pas 2022 a priori, peut-être 2027. Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter s'il a en tout cas été réélu pour un second mandat. Elle pourra quand même incarner quelque chose dans l'état actuel des choses où la droite n'a plus leader, on n'entend pas Laurent Wauquiez. Vous êtes en train de me dire que le deuxième mandat, d'abord, M. Macron sera élu un deuxième mandat. Et comme il ne peut pas en faire un troisième, ça peut être une candidate. Mais arrêtez de mettre en avant quelqu'un qui a passé ses preuves. Enfin, je veux dire qu'on va trop vite, c'est trop rapide. Je veux bien dire que la nature a horreur du vide, c'est pas pour ça qu'il est comblé par Marion Maréchal, dit Le Pen. Ça m'agace. Voilà. Mais les clivages ont changé et elle joue sur ça. Mais il y a des jeunes qui sont bons à droite et à gauche aujourd'hui. Laurent Wauquiez, on n'arrête pas de le critiquer, mais il fait un certain nombre de choses. Lundi, on avait l'association dont je suis un membre fondateur, qui est les anciens parlementaires gaullistes. Et nous avons fêté le 60e anniversaire de l'arrivée de Gaulle au pouvoir en 1er juin 1958. Ben, il faut savoir ce qu'on a ensemble, tout ce qu'on a pu faire. Et je veux dire que la France, elle a besoin peut-être d'autres personnalités que Marion Maréchal pour assumer son développement et son histoire. On va parler d'un projet qui persiste, en tout cas qui dure malgré les personnalités qui défilent au sommet de l'État. C'est la ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Verra-t-elle finalement le jour? Rien n'est moins sûr, je le disais, des élus de tous bords s'en inquiètent alors que l'incertitude domine au vu du gouvernement en Italie. C'est un sujet qui revient régulièrement sur la table, mais la situation a rarement laissé autant place à l'incertitude et en cause, c'est la formation du nouveau gouvernement en Italie, cette alliance fracassante de deux formations politiques populistes, anti-système et extrême droite. Ils ont récemment déclaré que ce projet ne servait à rien, laissant entendre qu'ils allaient le revoir. 63 élus, au moins, en responsables politiques de la région, ont envoyé un courrier au président de la République pour le pousser peut-être à remettre en chantier ce projet qui a du plomb dans l'aile depuis un bon moment, on le sait. Il lui demande d'être le garant de la dynamique de ce grand chantier. Est-ce qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter sur ce projet dont on ne voit pas le terme? Comme on est passé d'un premier sujet à ce second, ça n'est pas inintéressant de traiter les deux questions l'une après l'autre. Tout de même, qui accepte dans ce pays de France que des gens qui forment un gouvernement aient dit désormais les hauts emplois publics et les responsabilités devront être interdites aux francs-maçons? Aux francs-maçons. C'est-à-dire exactement le discours de Déa, Doriot et les autres, et ensuite de Laval et de la période 40. Ça devient sérieux. Les néo-nazis. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'il faut se méfier. Ces gens sont fous. Ils sont malhonnêtes et ils ne peuvent attirer sur nous que des catastrophes, des calamités. Alors il reste maintenant le tunnel. Honnêtement, vivons au 21e, puis bientôt au 22e siècle pour ceux qui nous succéderont. J'étais sous le tunnel de Fréjus, j'y ai passé la journée de lundi pour le travail, comme avocat. Il se trouve que sous ce tunnel de Fréjus, je vois passer des flux. Il y en a un qui marche déjà, il y a deux tubes. Italie, France, France-Italie. Franchement, l'idée d'un Lyon-Turin, c'est pas Lyon-Turin pour moi, c'est Lyon-Turin-Milan. Il y aura une bretelle qui partira vers Venise et puis le reste qui partira vers l'Europe centrale, vers les Balkans. C'est notre avenir, ça aussi. Pourquoi, diable, nos ancêtres ont-ils fait le Paris, le Simplon Express et puis le train qui va vers l'Orient? Pourquoi les Allemands avaient-ils fait Berlin-Constantinople? Et puis maintenant, voilà, il y a une bande d'exaltés qui viendrait et qui nous empêcherait de faire. Moi, j'adjure le gouvernement français de se battre pour que ce tunnel soit réalisé. Justement, est-ce qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter ou bien c'est aussi un prétexte pour ces élus de demander l'appui de l'exécutif sur le projet? On se souvient quand même qu'en juillet dernier, l'exécutif avait annoncé une pause au projet.
ça montre pas beaucoup de conviction dans un projet quand on a un président pourtant qui se voulait comme européiste, européen à fond. Je suis très attaché à ce projet. Je vais vous dire pourquoi. En 1998, je suis vice-président de la région, je suis les transports. Avec Alain Mérieux, le maire de Lyon, Raymond Barre à l'époque, et le maire de Turin, nous avons signé au Sofitel cet accord pour lancer l'opération Lyon-Turin, Turin-Lyon. Pourquoi? Notamment pour des problèmes de transport de fret. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte un peu la vallée? Est-ce que vous vous rendez compte un peu Chamonix, c'est une des villes aussi polluées que des zones industrielles en Chine? Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce qu'on peut oublier l'investissement qui a déjà été fait depuis 20 ans? Mais c'est catastrophique. Ça permettrait, d'avoir une ligne intéressante dans le domaine économique, d'une part, qui peut être dans le domaine touristique, et aussi la dépollution. Vous vous rendez compte des milliers de camions qui passent dans cette vallée? Chamonix, aujourd'hui, qui est une ville magnifique, est une des villes les plus polluées de France et d'Europe. Et on n'accepte pas ça. Et on vous dit qu'on est écolo, qu'il faut un environnement qui soit sain. Et on a l'occasion de créer quelque chose d'important. Les écolos aussi sont contre. Moi, je ne comprends pas le gouvernement. Je ne comprends pas le gouvernement de dire ça. Alors maintenant, comme l'a dit tout à l'heure très bien Maître Soulier, c'est qu'en Italie, il y a eu un changement de gouvernement avec des gens d'extrême gauche et d'extrême droite qui sont arrivés là et qui sont en train de foutre une pagaille terrible. Je me demande comment ça va se terminer. Et nous, on a un gouvernement qui dit « Oh, tout compte fait, pourquoi on continuera Lyon-Turin qui nous coûte cher ?» Surtout que, là, pour rendre hommage à Étienne Blanc et Laurent Wauquiez qui se battent sur ce sujet pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parce que c'est un sujet qui est important pour notre région et pour le développement économique de notre région. Et il ne faut pas abandonner ce projet. Ce projet est vital. Il est vital économiquement parlant. Il est vital dans le domaine du respect de l'environnement. Il est vital dans le respect de nos relations entre la France et l'Italie. Cela dit, les deux partenaires italiens qui sont au gouvernement, c'est-à-dire la Ligue du Nord et BP Crio, on va l'appeler ainsi, il y en a un qui est pour le Lyon-Turin, toujours. C'est vrai. C'est la Ligue du Nord. C'est vrai. Pas l'autre. Pas l'autre. Bon, très bien. On va d'abord demander, sous l'autorité de M. Mattarella, que les Italiens règlent leurs problèmes vite. Mais qui c'est qui a mis le feu? C'est le gouvernement français qui dit ça nous coûte trop cher, on fait des économies, mais ça coûte pas trop cher d'investir pour l'avenir économique. Je viens de faire appel à M. Macron, on va voir si ma voix est suffisamment entendue comme électeur de base. On fait appel, mais il faudra demander à Gérard Collomb qu'il défende aussi cet intérêt, on va en parler de l'intérêt de la ville de Lyon aussi. On parlera justement juste après de Gérard Collomb, mais juste quand même sur ce projet, parce que l'actualité c'était le gouvernement italien, mais c'est vrai que derrière ça, il y a aussi peut-être la volonté ou la non-volonté des autorités françaises à faire avancer aussi ce projet. Est-ce que ce n'est pas une excuse de montrer le gouvernement italien ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté auprès du gouvernement, auprès des responsables régionaux sur ce projet? Pourquoi il n'avance pas? Pourquoi si régulièrement on remet en question? Eh bien, excusez-moi de vous dire, monsieur, en ces temps de grève de la SNCF, bousculons le gouvernement. Oui. Voulez-vous que nous fassions alliance sur ce plan-là? Non, mais attendez. Il faut les bousculer. Attendez. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un des problèmes posés par la façon dont fonctionne l'attelage gouvernemental. Un excellent Premier ministre, un président de la République pétri de qualité et qui bouleverse tout le monde par sa vitesse intellectuelle. Ça ne suffit pas de toucher l'épaule des gens, c'est un toucheur. Chirac touchait le cul des vaches, lui, il touche les épaules des gens. Ouais. Il y a qu'à voir, il est toujours en train de toucher quelqu'un. Surtout quand simplement, il faut dire à M. Macron qu'il aille voir le peuple français. C'est lui qui décide. Je ne connais pas. Vive le peuple. Mais je rappelle qu'une chose. Il y a eu un congrès important franco-italien, ici, à Lyon, où les Italiens nous ont reproché aux Français de ne pas respecter nos engagements sur Lyon-Turin. Et François Hollande s'est engagé, qui était présent en président de la République, s'est engagé à ce que Lyon-Turin se fasse. Je souhaite que la parole du président de la République et des élus de Turin et de Lyon soit respectée. Très bien. Allez, on va passer à ce dernier thème de cette émission, jugé tantôt irresponsable, parfois aussi pathétique. Les opposants au gouvernement en ont fait leur mouton noir, le ministre qui attise toutes les critiques, parfois même au sein même de l'exécutif. On se souvient de l'indignation qu'il crée en parlant des régions submergées par les migrants, des migrants qu'il a qualifiés il y a peu de temps de faire du benchmarking en choisissant la France. Il parlait donc des régions submergées. Sur un tout autre sujet, il n'avait pas hésité à montrer ses réticences sur l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h. Ça lui avait d'ailleurs valu un recadrage en règle publiquement de la part du Premier ministre. Et voilà que dernièrement, il s'attire une nouvelle fois les foudres de sa gauche en accusant cette fois sur le front social les manifestants d'être entre guillemets complices des casseurs. Les mots sont quand même durs. Est-ce que c'est quoi? C'est le vilain petit canard du gouvernement?
Gérard Collomb? Non, ben, d'abord, le ministre de l'Intérieur, que ce soit Georges Clemenceau en 1905, dans un gouvernement qui s'appelait Sarrien, il disait mon président du Conseil, c'est rien. Ou Jules Mock, lorsqu'il a fallu dégager les mines dans le Nord, en 1948, ça a été quelque chose. La création des compagnies républicaines de sécurité. C'est un poste où, nécessairement, on est le paratonnerre du gouvernement et ça pète, bam, de temps en temps. Deuxièmement, Gérard Collomb est un homme cultivé. Mais enfin, quand même, je voudrais lui dire, avec l'amitié profonde que je lui porte, que la sémantique, la philologie, tout ça, ça doit quand même être utilisé un peu par un agrégé de lettres. Venir, alors qu'il faut défendre la langue française, employer le mot benchmarking, très bien. Il y a d'autres considérations que celle de tenir les propos que tenait un ancien élu de droite du Parti républicain qui s'appelait Madelin. Donc, il ne faut pas faire du Madelin non plus. Et à partir de là, je pense qu'il a la charge, effectivement, de réussir à endiguer ou à organiser le flux de migrants. Il y aura des migrants toujours. Les grandes migrations, de ce point de vue, je vais dire encore une fois, hélas, Le Pen avait raison de dire la démographie est quand même la science la plus exacte au monde. Pour la première fois, vous allez avoir des migrations de centaines de milliers de gens qui voudront quitter leur pays, non pas seulement parce qu'ils y sont battus, tout simplement parce qu'ils y sont malheureux et que quelque part, il y a un Eldorado qui s'offre à leurs yeux. Bon, il faut que... Ça, c'est la grande aventure européenne. Est-ce qu'on aura un Churchill qui pourra réveiller cette Europe? Je ne sais pas. Il se trouve que les Anglais nous ont quittés aussi. Pour revenir à la forme, quand même, c'est pas un novice en communication politique, Gérard Collomb. Tout est mesuré. Alors, à quoi il joue? Pourquoi il fait ça? Pourquoi cette provocation? C'est pour exister? Mais je crois que le mot que vous employez, Loïc Besson, qui joue, c'est pas le bon mot. Contrairement au président de la République, M. Collomb est élu depuis très longtemps. C'est un homme de terrain. Il est en contact avec la population et connaît la situation économique, sociale et migrants. Et quand il a un poste de ministère de l'Intérieur qui est un des plus... Moi, j'ai travaillé avec Charles Pasqua et Jean-Luc Mouret. C'est un des plus sensibles. Et il a des sujets qui sont sensibles. Donc, il prend des coups. Mais je vous dirais que certains disent qu'il est mou, et d'autres disent qu'il est excessif. Il faut les savoir. Alors, je veux dire qu'aujourd'hui, moi, je trouve qu'il fait très bien son travail. Il fait très bien son travail, avec une certaine autorité, mais aussi une certaine élégance. C'est-à-dire qu'il ne bouscule pas, il dit les choses. Mais regardez sur la loi Asile et Migration. On a vu les députés En Marche. Courage Fillon. Personne n'a bougé. Moi, je regrette. Mais Édouard Philippe, que je connais bien, hein, que je connais très bien même, eh ben, je trouve que c'est indécent ce qu'il a dit sur Gérard Collomb. Indécent. Et moi, ça ne m'a pas plu du tout. Je pense que Gérard Collomb, aujourd'hui, compte tenu de son expérience, est en train d'apporter des solutions dont le pays a besoin. Alors, c'est vrai que d'avoir employé le terme comme il l'a employé, c'est peut-être pas le meilleur terme. Mais néanmoins, il y a une stratégie. Aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est du business maintenant, l'immigration, qu'il y a des sociétés qui vivent de ça, qui stratégiquent de ça. On oublie qu'il y a des morts Aujourd'hui, je l'ai dit ici, il faut que l'Union européenne et le monde entier, eh bien, on ne soit capable d'avoir une vraie politique pour faire en sorte que ceux qui sont dans des pays qui souffrent ne souffrent pas et puissent s'intégrer chez eux. Et là, aujourd'hui, on aura réussi. Aujourd'hui, on laisse faire dans ces pays qui sont en difficulté et on paye et on enrichit des gens qui vivent de ce transfert de personnes. Pour terminer, je voudrais juste qu'on sorte quand même des migrants, parce que ce n'était pas le sujet, c'était les provocations en général de Gérard Collomb sur les casseurs notamment, sur les manifestants dont il parle. On se souvient qu'au PS, il était déjà à la marge, il était à droite du PS, il avait besoin de se démarquer, parfois des sorties pour exister médiatiquement, certainement. Est-ce que je peux vous dire? Là, il fait la même chose au sein du gouvernement. C'est la même stratégie? Non, alors, il y a deux choses différentes. D'abord, en ce qui concerne le fait que les manifestants devraient se payer les casseurs, franchement, là, écoutez, j'ai manifesté dans ma jeunesse, j'ai couru, je suis un homme du temps de la dernière guerre qui a été livrée par la France avec sa conscription, c'est-à-dire le temps de la guerre d'Algérie. Franchement,
venir dire le type qui va venir manifester tranquillement un samedi après-midi, maintenant vous voyez apparaître un type avec un machin noir, foutez-lui sur la gueule. Non, enfin, non, attends, André, non, là, trop, c'est trop. Maintenant, pour le reste, il est bien évident que, en ce qui concerne son poste, c'est un poste qui est, j'ai dit, paratonnerre. Et il a la confiance du président de la République. De toute manière, le président de la République sait qu'il n'aura pas 10 ans sur les bretelles. André, je voudrais... Voilà. C'est terminé. On continue, on aura d'autres occasions d'en parler. On aura plein d'autres émissions. Merci. Formidable. À vous, merci à tous les deux. Le reproche que fait Gérard Collomb, c'est que les syndicats refusent ces manifestants. Merci beaucoup Marc Fraisse, merci beaucoup André Soulier. Tous vos replays sur TLM.tv et avec le hashtag et le débat TLM sur les réseaux sociaux. Bonne semaine. C'est bien passé.